Et je fais cette vidéo pour vous tenir informé des derniers développements qui sont, à vrai dire, extrêmement inquiétants en provenance de Washington, des États-Unis, quant à la situation internationale et tout spécialement quant à ce qui se passe en Iran. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans la nuit du 2 au 3 avril, heure de Paris, c'est-à-dire dans l'après-midi et dans la soirée aux États-Unis, on a appris d'un seul coup une espèce de limogeage en règle d'un certain nombre de très hautes personnalités américaines qui a stupéfié en fait l'opinion publique planétaire, du moins ceux qui s'intéressent à ça. On a appris quoi? On a appris d'abord que la procureure des États-Unis d'Amérique, Pamela Bondi, que les Américains appellent Pam Bondi, eh bien avait été tout simplement remerciée, virée, voilà, comme une malpropre, alors qu'elle avait été nommée par Trump il y a environ 1 an. Bon, c'est vraiment et pourquoi ça? Alors on soupçonne que peut-être elle n'a pas bien géré au goût de Donald Trump le dossier Epstein. C'est-à-dire qu'elle l'a peut-être pas suffisamment expurgé ou j'en sais rien. Enfin, en attendant, c'est quand même pas bon. On a l'impression qu'il s'agit de serrer les boulons et d'avoir une administration totalement à la botte personnelle de Donald Trump. Mais surtout, on a appris dans la foulée que Peter Hegseth, qui est donc le secrétaire à la défense, et qui est un journaliste à l'origine, donc c'est quand même pas un spécialiste de l'art militaire, c'est quasiment un animateur de télévision. On a appris que ce Peter Hegseth, qui est réputé d'ailleurs au passage pour être à la fois faire partie ce que les Américains appellent des warmongers, c'est-à-dire des fauteurs de guerre. Enfin, c'est quelqu'un qui aime la guerre, qui a envie de faire la guerre. C'est pas quelqu'un de pacifique. On a appris aussi au passage qu'il est sans doute mêlé à des affaires délit d'initié et qu'il aurait fait des affaires juteuses en bénéficiant d'informations de première main, sachant ce que Donald Trump allait annoncer. Bref, ce Peter Hegseth a décidé tout simplement de virer d'un seul coup 3 généraux, et pas des moindres. Le premier, c'est le général Randy George. Randy George, qui était le chef d'état-major de l'armée de terre américaine. Rien moins. Quand même, un homme qui avait une très forte légitimité. Un homme qui était là depuis 2023. Donc, avait été nommé avant le retour de Trump aux affaires, mais qui est quand même un très grand militaire, voilà, posé, pondéré, et qui faisait le tampon, si l'on peut dire, ou la connexion entre la Maison-Blanche et puis l'armée en dessous. Et qui, à l'évidence, devait de temps en temps essayer de tempérer les foucades ou les impulsions de Trump et de Peter Hegseth. Donc, il a été viré comme ça, on a appris qu'il était limogé, on ne sait pas pourquoi, aucun motif, il est parti à la retraite. Bon. Deuxième général à être viré, manu militari, si j'ose dire, le général David Hodney. Alors, le général David Hodney, il était chargé de la transformation et de l'entraînement de l'armée américaine. C'est quand même tout à fait considérable. Transformation, c'est-à-dire la mise à niveau, modernisation, et entraînement, c'est l'entraînement, notamment de l'armée de terre. Et donc, ce général, qui était quelqu'un, là aussi, blanchi sous le harnais, et qui avait des états de service considérables, avait été nommé le 2 octobre 2025. C'est-à-dire qu'il avait été nommé il y a 6 mois. Bon, c'est tout à fait extraordinaire. C'était Trump lui-même qui l'avait choisi, qui l'avait nommé il y a 6 mois. Donc ça donne quand même l'impression d'un gouvernement, enfin d'un chef d'État qui est fantasque et qui renvoie les gens les uns après les autres selon son bon vouloir. Et puis ce qui est inquiétant, c'est qu'il était chargé justement de l'entraînement des troupes. Donc pourquoi a-t-il été viré? Et puis le troisième général qui a été viré, alors ça c'est un titre qui paraît un peu surprenant pour nous, c'est que il a le titre de général, c'est le 26e aumônier général de l'armée américaine, qui s'appelle William Green Jr. Et William Green Jr., donc, qui est, en fait, chargé, du maintien du moral des troupes, mais avec le regard de Dieu, puisque faut quand même jamais oublier que nous sommes aux États-Unis d'Amérique, que là, les États-Unis d'Amérique sont pas un pays laïque, que sur les billets de banque, il y a marqué In God We Trust, c'est-à-dire nous croyons en Dieu, ce qui en soi est un blasphème à mon avis de mettre ça sur des billets de banque. Enfin voilà, et il est toujours question de Dieu. D'ailleurs, vous avez vu comment Trump fait venir régulièrement, il y a des prières dans le bureau ovale pour le succès des troupes. Enfin, on se croirait, nous, il faudrait revenir sous Napoléon III pour avoir ce mélange du sabre et du goupillon. Et donc, il y a ce 26e aumônier, mais c'est très important, avec rang de général, parce qu'il était là justement pour entretenir le moral des troupes. Et puis, pour que le truc soit complet, c'est qu'il est question, alors celui-là n'est pas encore viré, mais enfin, à Washington, les rumeurs vont bon train sur le tout prochain limogeage de Daniel Driscoll, qui est le 26e secrétaire à l'armée de terre américaine, qui est un rôle un petit peu de secrétaire général, comme on dirait dans un ministère français, donc un rôle de coordination, un rôle tout à fait éminent, qui est un jeune civil, je crois de 43-45 ans, quelque chose comme ça, et qui avait été choisi par Trump lui-même également, mais dont on dit qu'il avait été conseillé à Trump par le vice-président Vance, et dont on dit qu'il était proche de Vance. Et Driscoll, au cours des derniers mois, avait été un peu en avant pour discuter
avec les Russes de la guerre en Ukraine et de la fin de terminer la guerre en Ukraine. Parce que les Russes ont fait savoir que l'entremise de l'entourage immédiat de Donald Trump, Jared Kushner, son gendre, et puis Steve Witkoff, qui est un promoteur immobilier qu'il connaît, eh bien qu'en fait, il n'avait plus envie de continuer à travailler avec eux. Il faut savoir, enfin, la planète entière le sait quand même, que dans un cas comme dans l'autre, que ce soit le gendre ou que ce soit le promoteur immobilier, ils étaient chargés à la fois des négociations avec, sur l'Ukraine avec la Russie et des négociations avec l'Iran. Sachant que par ailleurs, ce sont des juifs, mais des juifs tout à fait dans la lignée de Netanyahou, dans l'extrême droite israélienne. Ce qui fait qu'effectivement, à la fois à Moscou et à Téhéran, on considère qu'ils sont jugés partis. C'est un peu, imagine-t-on, si par exemple Donald Trump avait pour négocier avec la Russie sur l'Ukraine, s'il avait deux conseillers qui étaient tous les deux d'origine russe et connus pour être des pro-Poutine, bon, ou bien s'il avait des conseillers d'origine iranienne connus pour être favorables au régime de la République islamique comme conseiller, bon, ça serait des jugés partis. Donc, ce Daniel Driscoll avait petit à petit supplanté, en fait, le duo Kushner-Witkoff, qui s'est plutôt spécialisé, si l'on peut dire, sur l'affaire iranienne. Et donc là aussi, s'il est viré, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais y revenir peut-être tout à l'heure, ça veut dire que c'est la partie belliciste qui est en train de l'emporter dans l'entourage de Trump, au détriment de gens qui seraient proches de Vance, qui lui, de ce que l'on croit savoir, et a pris ses distances. On le voit, il fait très peu de déclarations. Même si de temps en temps il a dit qu'il soutenait le président, il peut difficilement faire moins pour le moment. Mais Vance a noué donc par l'intermédiaire de Driscoll des relations pour essayer de calmer le jeu avec la Russie. Et puis Vance était en négociation de façon secrète avec un ancien ministre des Affaires étrangères iranien, aujourd'hui âgé de 81 ans, qui s'appelle M. Karazi, et qui c'était des négociations secrètes qui passaient par le canal pakistanais. Et Vance essayant derrière Trump, alors avec ou sans accord ou pas, j'en sais rien, mais essayant d'aboutir à des solutions pacifiques et raisonnables. Or, ce monsieur Karazi, je ne sais pas si je prononce bien son nom, a été victime hier d'un bombardement où sa femme a été tuée et lui-même a été extrêmement grièvement blessé. Il semble quand même qu'il ne soit pas encore décédé, mais au moment même où je parle, on ne sait pas, il est dans une situation critique, on ne sait pas s'il va survivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des forces dans l'appareil d'État américain qui jouent le jeu israélien de Netanyahou et qui en fait ont tout simplement voulu liquider cet intermédiaire iranien que rencontrait Vance. Alors ça fait quand même beaucoup, Driscoll et Karazi. Ça veut donc dire que la disgrâce de Driscoll et le quasi-assassinat de Karazi, si la disgrâce de Driscoll se confirme, signifierait qu'en fait, il y a une lutte au plus haut niveau de l'État aux États-Unis entre, d'une part, une faction qui serait de l'État située au département d'État avec peut-être Marco Rubio, au département de la Défense avec le secrétaire Peter Hegseth, et puis derrière eux des forces pro-Netanyahou, pro-Likoud, qui pousseraient Trump à aller toujours plus en avant dans la guerre. Et puis une autre force, qui elle serait plutôt le parti des colombes, si l'on dit, les faucons d'un côté, les colombes de l'autre, derrière le vice-président Vance, et qui voudrait essayer de calmer le jeu. Voilà une première interprétation de la situation. Alors, par ailleurs, on apprend aussi, toujours venant d'hier, qu'il y aurait un autre personnage qui serait dans le collimateur, c'est Kash Patel, le directeur du FBI, qui devrait sauter lui aussi, au motif que les Iraniens ont réussi à percer, paraît-il, un certain nombre de protections informatiques et donc ont eu accès, je crois, aux échanges de courriels du directeur général du FBI lui-même, Kash Patel, ce qui est évidemment un peu fâcheux. Enfin, tout ça donne une impression un petit peu tourbillonnante, qui est d'autant plus extraordinaire que le général Randy George, chef d'état-major de l'armée de terre, il y a un certain nombre d'observateurs qui ont fait remarquer que depuis que Trump est arrivé au pouvoir, c'est quand même le 24e général qui est viré. Alors, ça s'est étalé ça n'est pas au cours des 48 dernières heures, ça s'est étalé depuis son arrivée au pouvoir, mais enfin, ça fait quand même beaucoup. Alors, ces informations vont de pair avec d'autres informations qui sont tout à fait inquiétantes. Première information, ce sont des faits. L'Institut Pasteur iranien, c'est un institut de recherche médicale, comme on le comprend, qui avait été construit dans les années 1920 suite à un accord entre la République française et l'Iran. Et suite à ça, eh bien, il y avait donc une coopération franco-iranienne qui avait débouché sur cet Institut Pasteur.
Eh bien, donc, cet Institut Pasteur a été bombardé, mais quasiment détruit. Regardez les photos, ça a été complètement détruit. Bon. Alors, c'est quand même un scandale absolu parce que il y a quand même des règles dans la guerre qui existent. Et c'est qu'on ne doit pas, normalement, s'attaquer à des hôpitaux, s'attaquer à des écoles, s'attaquer à des centres de recherche civils. On ne doit pas s'attaquer aux civils. On ne doit pas s'attaquer normalement non plus aux grandes infrastructures d'un pays comme les ponts, les centrales électriques, etc. Or, c'est justement ce que Trump a menacé, ce dont Trump menace l'Iran. Et joignant d'ailleurs le geste à la parole, on a appris dans la journée d'hier qu'un grand pont, qui est le pont de Karaj, que vous voyez ici en vidéo, a été détruit aussi, selon toute probabilité, par un missile américain, alors que c'est un pont suspendu. C'était le plus grand pont, le plus haut pont autoroutier qui existe au Moyen-Orient. Donc c'est une infrastructure civile qui gêne considérablement. C'est autour de Téhéran, ça permet la déviation de Téhéran. Je crois que c'est utilisé par des milliers et des milliers de véhicules tous les jours, donc c'est extrêmement handicapant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, les États-Unis, après le discours de Trump où il avait annoncé quand même globalement que les gens avaient cru comprendre que les États-Unis allaient partir, pas du tout. La destruction de l'Institut Pasteur d'un côté, la destruction du pont de Karaj de l'autre, montre que les États-Unis ont fait le choix de ce que l'on appelle très exactement des crimes de guerre. De ce point de vue-là, je voudrais attirer l'attention, parce que dans les grands médias, personne n'en parle jamais. Il y a quand même le droit international. Vous savez que je suis quand même un grand partisan du droit international, parce que s'il n'y a pas le droit international, c'est la loi de la jungle. Et le droit international a été codifié, notamment par le tribunal de Nuremberg, après la chute de l'Allemagne hitlérienne. Le tribunal de Nuremberg a défini 4 nouveaux crimes qui n'existaient pas, qui s'appellent le crime de guerre, les crimes contre la paix, les crimes économiques et les crimes contre l'humanité. Certains juristes ont reproché, ce qui n'était pas tout à fait faux d'ailleurs du point de vue des principes, que c'était un peu un droit rétroactif, alors que normalement le droit ne doit pas être rétroactif, mais les horreurs commises par les hitlériens, et puis c'était la loi des vainqueurs, ont fait que ce tribunal de Nuremberg a imposé cette nouvelle nomenclature, si l'on peut dire, dans le droit international, c'est qu'un État ne doit commettre ni crime contre la paix. Crime contre la paix, ça veut dire sciemment provoquer une guerre. C'est d'ailleurs ce que viennent de faire les États-Unis et Israël en attaquant directement l'Iran. Et je rappelle que l'Iran n'attaquait personne. Deuxièmement, les crimes économiques. Les crimes économiques consistent, par exemple, à détruire des infrastructures, par exemple pour l'exporter du pétrole, ce que les États-Unis se proposent de faire en éventuellement mettant la main ou en détruisant l'île de Kerch, qui est l'île iranienne où il y a une très grande partie des exportations du pétrole iranien qui transite par là, juste à côté du détroit d'Ormuz. Ça serait un crime économique. Il y a également les crimes de guerre et puis le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, c'est mise en esclavage d'une population, apartheid, loi spécifique contre une ethnie, en fonction de l'ethnie, de la couleur de la peau, de la religion, massacre de masse, extermination. Ça, ce sont les crimes contre l'humanité. Et puis les crimes de guerre, les crimes de guerre, il y a toute une panoplie qui a été définie et précisé donc depuis le tribunal de Nuremberg. Ça a été précisé notamment parce que l'on appelle le statut de Rome et qui a créé la Cour pénale internationale. Le statut de Rome, c'est un traité international sur lequel les États partis sont tombés d'accord. C'était le 17 juillet 1998. Et il fallait, comme c'est toujours le cas pour les traités, ils n'entrent en vigueur qu'à la condition qu'il y ait un nombre minimum fixé par le traité d'États qui est signé et ratifié. Et ce nombre a été atteint le 1er juillet 2002. Donc depuis le 1er juillet 2002, la Cour pénale internationale fonctionne. Elle fonctionne pour les États qui ont signé et ratifié la Cour pénale internationale, parmi lesquels on trouve beaucoup de pays du monde, notamment les pays de l'Union européenne, beaucoup des pays d'Afrique. D'ailleurs, ça s'est retourné souvent à leur détriment. Un certain nombre de pays d'Amérique latine et d'Asie, mais il y a quand même quelques grands absents de cette Cour pénale internationale. Et les États-Unis d'Amérique ont refusé de signer et de ratifier le statut de Rome, ce qui fait que, effectivement, ils se considèrent qu'on ne peut pas les poursuivre. Enfin, c'est pas parce qu'on ne peut pas les poursuivre que le crime n'existe pas. C'est pareil pour l'État d'Israël, qui a refusé aussi de signer et de ratifier le traité de Rome. C'est également la même chose pour la Russie. C'est également la même chose pour l'Iran. C'est également la même chose pour la Chine. Bon, si ça vous intéresse, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite il y a déjà quelques temps, justement, sur le statut de la Cour pénale internationale et comment ça s'était d'ailleurs tourné un peu au détriment des pays d'Afrique. Alors, ce statut de Rome, même si les États-Unis et Israël ne reconnaissent pas la juridiction de la CPI, il distribue, enfin, il fixe le droit international pour le reste du monde. Or, dans le statut de Rome, il y a un article que je voudrais vous lire, enfin, un morceau d'article que je veux vous lire parce qu'il est important, le voici. C'est l'article 8, alinéa 2
sous alinéa 4, cet article 8 et alinéa 2 fixent toute une série de crimes de guerre, et en particulier considère comme étant un crime de guerre, je cite, la destruction et l'appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. Nous y sommes. Ça n'est pas justifié par des raisons militaires, la destruction de l'Institut Pasteur et la destruction d'un pont qui était un pont uniquement utilisé par des civils. Voilà. Et d'ailleurs, ce serait des crimes de guerre aussi de se livrer à la destruction des centrales électriques comme le menace Trump. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est maintenant entré dans une nouvelle phase. Et une nouvelle phase qui a d'ailleurs été confirmée par Trump lui-même, puisqu'il a dit que si l'Iran ne négociait pas au plus vite et finalement une reddition, eh bien à ce moment-là, il allait bombarder l'Iran pour faire revenir l'Iran à l'âge de pierre. Ce qui a valu d'ailleurs la réponse d'un des dirigeants iraniens qui a dit qu'il y a 2500 ans, les ancêtres de Trump étaient dans des cavernes en train de se peindre sur le corps, pendant qu'eux, ils avaient les dynasties des Perses sous l'Antiquité avec Xerxès qui était une des sommets de la civilisation. Mais ce que dit Trump quand il menace de revenir à l'âge de pierre, en fait, c'est totalement illégal au regard du droit international. En fait, Trump, il annonce au monde entier qu'il va faire commettre des crimes de guerre de masse. Hein. Parce que, encore une fois, dans une guerre, tout l'effort qui a été fait depuis l'invention du droit international au XVIIe siècle avec Grotius, ce juriste néerlandais dont j'ai parlé quelques fois, il s'appelait Hugo van Groot, eh bien, tout ce qui a été fait depuis donc environ près de 4 siècles, c'est d'essayer de canaliser les guerres, de rendre toute une série d'actions illégales, de se plier à une espèce de vivre ensemble planétaire pour limiter les actes de guerre à quoi en fait? À des combats entre soldats, donc à épargner, dans toute la mesure du possible, épargner les civils, à commencer par les femmes et les enfants, c'est vraiment les enfants, c'est vraiment les innocents par définition. Également, ne pas toucher aux institutions civiles, ne pas frapper des hôpitaux, ne pas frapper des écoles, etc. Or, à quoi on assiste? On assiste dans cette guerre en Iran au fait que les États-Unis et Israël n'hésitent pas à bombarder des hôpitaux, des écoles. C'est le missile américain qui a tué 180 enfants. C'est absolument terrible. Ce qui est d'autant plus terrible d'ailleurs, c'est que l'armée américaine comme l'armée israélienne ont pris le pli. C'est atroce, c'est une ruse de guerre épouvantable, c'est qu'ils font une première frappe, et puis ils attendent qu'il y ait des secours qui arrivent pour faire une deuxième frappe pour tuer les secours. Ça s'est passé notamment dans cette affaire de l'école qui a eu lieu à Minab, mais également ça s'est passé là justement sur l'affaire du pont de Karaj, où il y a eu des secouristes qui ont été tués par une deuxième frappe. Donc on a affaire à un État, enfin 2 États, les États-Unis et Israël, qui tout simplement commettent des crimes de guerre, en fait, à la vue au sud de tout le monde. Alors certains vont dire oui, mais l'Iran, que fait l'Iran? Mais l'Iran, je suis désolé, je ne suis pas payé par le régime de la République islamique, mais d'abord c'est pas l'Iran qui a commencé ce conflit. C'est quand même les États-Unis et Israël qui ont déclenché le conflit, c'est le premier point, au motif d'interdire... au motif de quoi d'ailleurs? On ne sait pas en fait ce dont il s'agissait, puisqu'il s'est agi dans un premier temps, rappelez-vous, il y avait eu des manifestations contre le régime, et on sait maintenant depuis un article du New York Times que ces manifestations ont été orchestrées, comme on le savait, en fait par le Mossad, les services d'action extérieure et de renseignement d'Israël, par la CIA et par le MI6 britannique. Bon. Il y a eu une répression qui a été faite par la République islamique. Alors, il a le nombre de 30 000 à circuler, mais c'est un nombre totalement fantaisiste. Heureusement, certains observateurs disent qu'il faut diviser par 100, ça serait 300. D'autres disent, il y a peut-être eu 3 000 morts. Il y a eu une répression sanglante, ça c'est exact. Une répression sanglante qu'il faut évidemment condamner. Sauf qu'il faut bien comprendre que, vu de Téhéran, ce ne sont pas des manifestations spontanées de la population, c'est un début de révolution de couleur organisé par des ennemis qui veulent abattre le régime. Ça prend évidemment tout de suite une coloration un petit peu différente. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que c'est condamnable, bien entendu, d'avoir autant de morts. Mais sur ce fondement, c'est là-dessus qu'on a commencé à voir apparaître la guerre. Il s'agissait de protéger un peuple contre des tyrans sanguinaires. Bien. Et vous savez qu'il y avait le service après-vente qui était Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran, qui a été présenté dans les médias occidentaux, tous à la botte, comme étant demandé, réclamé par la foule. J'avais tout de suite dit que tout ça était un narratif totalement fallacieux et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'assassinat du guide suprême allait renforcer la légitimité du régime et renforcer l'exécration, en fait, de Reza Pahlavi, qui pouvait peut-être compter sur 15% de la population, mais aujourd'hui plus du tout. Parce que le truc a changé.